entre la gestion des disputes, les crises de nerfs du couple et celle de la famille, la vie en commun devient une épouvante. Et l'unité, une denrée bien rare dans notre société, devenue presque inaccessible et pourtant un trésor auquel aspirent toutes les familles, demeure une valeur constamment recherchée. Alors, comment allier compréhension et prise de décision pour la préserver au sein du couple ? Comment allier gestion de conflits et demandes individuelles entre frères et sœurs pour la préserver au sein de la famille? Voilà autant d'angles que nous explorerons lors du développement avec notre spécialiste du jour, Madame Carole Fleur Aho-Détognon. Madame Carole Fleur Aho-Détognon, bonjour. Bonjour madame. Alors, d'entrée de jeu, nous allons commencer par vous questionner par rapport à ce que c'est que l'unité. L'unité, en fait, c'est le caractère de ce qui est un. C'est ce qui est considéré comme formant un tout, Oui. dont les différentes parties qui constituent ce tout-là convergent, concourent à ce que cela constitue un tout, un ensemble indivisible. D'accord. Alors, constituer un ensemble indivisible, l'unité n'est-elle pas un vœu pieux? Un vœu pieux. En fait, quand on parle de famille, l'homme et la femme se donnent comme objectif de vivre ensemble Oui. sur la base de l'amour. Donc, c'est pour construire déjà cette unité. Et ils acceptent vivre cette vie à deux sur une base de l'unité. Un vœu pieux, c'est possible du moment où la famille elle-même est construite à partir du mariage qui est une institution divine. Voilà. Mais on peut dire aussi que ce n'est pas, il faut pas voir l'unité comme un objectif qu'on ne peut pas atteindre. C'est vrai que c'est difficile. Oui. C'est vraiment difficile. Parce que compte tenu Et de nos imperfections humaines, c'est pas du tout évident dans la société. D'accord, mais du moment où l'un et l'autre quittent son origine Oui. pour fonder une famille, c'est déjà un souhait, une grande volonté Oui. à l'unité. Et on ne peut rien faire seul. Et c'est dans cette perspective de vivre de cette vie en communion, Oui. de cette communion de vie Oui. que l'on souhaite quand même à se manifester, à tout faire pour que cette unité soit une réalité. Parce que c'est une réalité indiscutable et obligatoire pour une famille, une vie de famille, pour tout couple. Alors, voir cette unité-là comme une réalité, pouvoir la vivre au quotidien, est-ce que ça n'implique pas forcément que l'un des partenaires se multiplie entre griffes par zéro? Non, il faut pas résilience du partenaire. Il faut pas voir la chose en ces termes du moment où la vie à deux n'est pas forcément une vie de c'est moi qui sais tout faire, c'est moi qui connais tout, c'est moi qui peut décider de tout. Non, mais cette vie à deux nécessite et sollicite le concours de tous les éléments, les membres de la famille. Et à des moments donnés, pourquoi pas? Il faut accepter, se taire pour pouvoir comprendre la réalité qui est en train d'être posée. Si l'on dit que par rapport à une situation, par rapport à un problème qui est posé, et une partie ou bien un membre décide de se taire pour pouvoir laisser passer l'opinion de l'autre, ben c'est pour... En fait, il participe également à cette décision parce que ce n'est plus la décision d'une personne. La décision ne lui est plus imposée. Ce n'est plus... Parce que lui-même, il a accepté. D'accord. Dans une famille, on peut parler l'un de son côté, l'autre de l'autre côté. Oui. Il faut aller ensemble. Il faut soutenir la décision
d'un membre de la famille, il faut soutenir l'autre dans ce qu'il pense être le mieux pour la famille. Maintenant, on peut toujours revenir si ce qu'on a décidé ensemble, si ça ne marche pas, si les objectifs à atteindre, si on a des difficultés à atteindre ces objectifs, on peut toujours revenir pour savoir que se dit, il y a des limites en ce que j'ai voulu. J'ai proposé, j'ai voulu faire passer comme opinion et ensemble, on décide pour l'évolution, pour le développement, pour l'épanouissement de la famille. Alors, pour l'épanouissement de la famille, ce processus-là que vous venez de nous décrire, de soutenir son partenaire, de l'accompagner dans tout ce qu'il veut entreprendre, est-ce que ça constitue forcément un gage d'unité? En fait, vous savez, du moment où nous sommes en famille, du moment où nous sommes en couple, du moment où nous avons décidé de nous mettre ensemble, c'est au nom de l'amour. C'est cela. C'est au nom de l'amour. Et si nous sommes ensemble au nom de l'amour, nous voulons forcément le bien de la famille. Nous voulons forcément d'abord notre propre bien, le bien de la personne avec qui nous sommes, le bien de nos enfants. C'est cela. Et il n'est pas sans savoir que dans une famille, il y a des difficultés, des problèmes, des mésententes, même de la jalousie. Mais il faut savoir, il faut essayer de parler, de dialoguer, d'échanger. Mais avant tout cela, il faut écouter. Tout à fait. Il faut forcément écouter parce que lorsque vous n'écoutez pas votre vis-à-vis, vous n'écoutez pas l'autre, il y a comme un langage de sourds. Ce que vous êtes en train de dire, vous ne vous comprenez même pas. Parce que vous ne comprenez pas l'autre, l'autre ne peut pas vous comprendre. La communication c'est pour cette question qu'il faut forcément écouter. Et puis vous allez échanger. Donc l'unité, c'est un facteur, c'est une valeur obligatoire dans l'épanouissement, dans la vie de couple, dans la vie de la famille. Et on ne peut rien faire. On dit l'union fait la force. On ne peut rien faire seul. Seul, si on pouvait quelque chose, les hommes allaient vivre en autarcie. Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. C'est pour cette raison que, à un moment donné, on se sent dans l'obligation, on a le besoin d'aller avec quelqu'un pour former, pour fonder un foyer, pour fonder une famille. Donc, l'unité dans une famille, ça doit être une évidence. C'est une évidence et c'est à rechercher. C'est même une valeur à entretenir de façon permanente. Alors, sur Osons vivre, on a souvent dit que la famille est une petite société. La famille fonctionne un petit microcosme de la société. Alors, pour que l'unité soit préservée dans la famille, est-ce qu'il ne faille pas instaurer des règles pour pouvoir accompagner facilement cette unité-là, pour pouvoir permettre que cette unité s'enracine dans le couple, dans la famille? Oui, c'est clair. On ne peut pas vivre sans une norme. On ne peut pas vivre sans une règle de conduite. Vous voyez, c'est pour cette raison que dans une famille, il y a un but à atteindre. Il y a quelque chose qui définit cette famille, qui définit une famille. Et sur cette base, nous allons définir, il est important de définir les règles. Il est important de définir les points sur lesquels nous allons nous converger pour pouvoir parvenir à accomplir notre mission en tant que membre de la famille. Donc ces règles sont quand même d'une importance capitale. Forcément. Alors, Madame Meufleur, en quoi est-ce que la désobéissance
au sein d'une famille. Là, on quitte le couple pour aller vers les enfants, la gestion du foyer, tout ça. Alors, en quoi est-ce que la désobéissance à ces règles-là constitue un déséquilibre qui peut nuire à l'unité? Et il faut dire que ce ne sont pas des règles immuables, hein. Ce ne sont pas des règles qui sont figées ou c'est forcément comme ça. Et parce qu'on ne peut pas tout prévoir. On ne peut pas orienter la vie d'un être humain sans tenir compte de sa personne, sans tenir compte de ses aspirations, sans tenir compte de sa vision aussi personnelle. Et il faut savoir que c'est vrai que dans une famille, il y a une règle. Et ces règles doivent converger vers la justice. D'accord. Mais vers la justice. Oui, et il faut savoir que même si il arrivait qu'il y ait une désobéissance, c'est sûrement par rapport à un point de vue, soit du père ou bien soit de la mère. Et nous avons envie de nous voir à travers nos enfants, à travers nos progénitures, et en oubliant que l'enfant qui est dans qu'on a mis au monde, qui est dans la famille, qui constitue la famille avec nous, que cet enfant aussi a un objectif. Cet enfant se donne un objectif, cet enfant a une mission à accomplir. Donc, on ne peut pas étouffer sa mission, on ne peut pas l'étouffer en le supplantant de ce que nous croyons être nos normes, nos règles, et qui doit forcément marcher de cette manière. On allait faire de cet enfant-là un robot. Mais est-ce l'étouffer que de le discipliner, de lui imposer certaines règles à respecter? Il faut le discipliner, ça c'est clair. Il faut le discipliner. C'est pour cette raison que dans la transmission de l'éducation, les parents sont là pour encadrer leurs enfants. On leur propose, normalement, c'est une proposition de règles, c'est une proposition dans la perspective que l'enfant va l'accepter. Parce que déjà, vous êtes, il va vous imiter. Vous êtes déjà une référence. Vous allez faire en sorte que vous soyez une référence pour vos enfants. De cette manière, lorsque vous allez établir des règles, lorsque vous allez leur proposer des lignes de conduite, ils vont l'épouser sans se rendre compte que c'est en fait quelque chose qu'on est en train de leur imposer. Mais on peut pas refuser aussi à l'enfant qu'il y ait quelques dérapages. Mais c'est même pour cette raison que les parents sont là pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir les orienter et les redresser, leur donner la main pour qu'ils puissent se relever lorsqu'ils sont tombés entre-temps. Alors, entre enfants, comment est-ce qu'il faut gérer pour que l'unité s'observe? Parce que souvent, dans la société, on voit qu'il y a une sorte de rivalité entre les petits frères, entre grands frères et petits frères et les sœurs et tout ça. Entre la fratrie, il y a une rivalité. On veut plus plaire aux parents. Du coup, on est prêt à prendre des risques pour mieux les impressionner. Alors, dites-nous, comment est-ce qu'il faut gérer en tant que parent? Comment est-ce qu'il faut gérer cette compétition-là, cette tension pour préserver l'unité à tout prix? Vous savez, la famille est un lieu d'amour et de soutien. La famille est un lieu d'entraide. Et la famille est aussi, c'est un creuset dans lequel on fait ses premières expériences de vie. Et ces premières expériences de vie se font de façon épanouissante au moment où les parents sont là comme pour accompagner. Dans la famille, entre frères et sœurs, les rivalités pour plaire à la maman ou bien à telle ou telle personne, ou à mon papa, ou parce qu'on trouve simplement qu'on est plus intelligent que l'autre, parce que il y a
à des moments donnés, lorsqu'il y a ces conflits d'intérêts, il faudrait quand même qu'on soit de bons observateurs. Que les parents soient de bons observateurs. Il ne faut pas prendre parti pris de façon rapide et inutile, mais puiser dans chaque partie le bien qu'on peut tirer pour pouvoir montrer à l'un et à l'autre enfant que, en fait, il n'a pas tout à fait tort, mais il peut arriver où il a radicalement tort. Où il a radicalement tort. Mais faire comprendre à celui-là qu'on est peut-être en train de brimer, qu'on est en train de frustrer, sur qui on est en train de marcher, que voilà aussi la société. Voilà ce qui t'attend au dehors. Voilà ce que la vie nous réserve pour que on ne soit pas seulement là à couver des enfants et pour ne pas leur montrer le vrai visage de la vie, parce que la vie est une jungle, même si elle est aussi douce à vivre, la vie est aussi une jungle. Donc ces petites rivalités vont faire éveiller la personne, l'être intérieur de la personne, de l'enfant, et il va se réaliser qui il est, qui elle est. Vous voyez? Donc ces rivalités et on ne peut pas refuser que ces rivalités soient, mais il faut enseigner, il faut montrer, il faut transmettre à l'enfant que il faut respecter. Il y a un respect de la hiérarchie d'abord, et il faut qu'il soit humble pour pouvoir comprendre et écouter. Et tout cela doit être partagé et transmis à l'enfant de façon subtile, de façon douce et tous les jours dans nos comportements, dans le comportement des adultes, dans le comportement des parents. Parce que entre couples, c'est la manière dont vous gérez vos conflits. Les enfants, même si vous ne le faites pas devant les enfants, ça vous échappe à des moments donnés. Mais lorsque ça vous échappe et vous reconnaissez que ça, ce n'est pas une bonne chose, il faut savoir comment l'expliquer à l'enfant de façon à lui faire comprendre cela selon son âge et étape par étape. Alors, vous êtes conseillère conjugale et spécialiste de la question dont nous discutons actuellement. Est-ce qu'il y a des stratégies, en tant que parent, des stratégies à adopter pour amener les enfants à comprendre que c'est un point essentiel, que quels que soient les conflits qui existent au sein de la famille, etc., que non seulement face à l'adversité, il faut pouvoir rester solidaire, mais comprendre qu'à toute épreuve, on doit respecter les autres et toujours les accompagner. Oui, vous savez, lorsque vous êtes en train de gérer cette société-là que moi j'appelle la famille, c'est une société en miniature, lorsque vos parents, vous gérez, vous accompagnez vos enfants, vous allez leur montrer l'amour du prochain. En dépit de nos différences, en dépit de nos personnes, en dépit de qui chacun est dans sa personne, dans ses différences, il faut montrer que nous avons forcément besoin l'un de l'autre. Et cet amour qu'il y a qui doit avoir entre les êtres humains, nous devons le transmettre à nos enfants. Et entre eux, même s'ils ne s'entendent pas sur un point donné, il faut leur montrer qu'il y a l'amour du prochain qui doit prévaloir. Et cet amour, c'est à un moment donné s'oublier un peu pour pouvoir faire passer l'autre, pour pouvoir comprendre l'autre sans se tuer. Mais rester avec l'autre pour l'accompagner, pour le soutenir, même si on ne partage pas forcément les points de vue de l'autre. Des uns et des autres. Il faut montrer à l'enfant que nous avons l'obligation de lui dire. D'ailleurs, si les enfants ils se chamaillent d'un instant à l'autre,
eux, ils oublient très vite. Hein. C'est C'est ça. les grandes personnes qui commencent restent, pas à qui tiennent, se rappeler de ce qui s'est passé. Tu m'as fait telle chose et tout cela. Mais lorsque vous cultivez cela à l'enfant, Oui. il grandit en ne gardant pas rancune à son frère ni à sa mère. Et puis, il se faut passe lui bien. transmettre déjà cet amour, cette valeur de l'unité, de concorde qu'il doit avoir entre entre membres de la famille pour le bien-être et pour l'harmonie de la famille. D'accord. Alors, on ne peut pas parler d'unité sans forcément brosser hein, la dimension spirituelle de la question. C'est Qui clair. dit spiritualité dit un peu religion. Alors, dans la Bible, ce livre, hein, ce recueil de saintes écritures que la plupart des religions considèrent comme référence, il est dit, hein, et vous, pères, ne provoquez pas vos enfants, mais élevez-les dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur. Et ailleurs, dans Colossiens 3, voilà, on dit, Père, n'irritez pas vos enfants afin qu'ils ne soient pas découragés. Alors, en tant que parent, comment gérer les demandes individuelles de chaque enfant pour ne pas non seulement les provoquer, les frustrer, mais leur permettre d'évoluer normalement sans être découragés? Oui, c'est en fait, vous savez, je ne m'attendais pas du tout à ce que vous lisiez cette partie de l'Écriture sainte qui est la référence des chrétiens. En fait, je n'ai pas fait référence à cela parce que je considère que tous ceux qui sont en train de nous écouter sont laïcs. Si osons vivre, nous avons cette et démarche je scientifique. suis d'accord avec vous et je vous remercie de partager ces parties-là que nous vivons quand nous fêtons la Sainte Famille. Oui. En fait, lorsque nous fêtons la Sainte Famille, on nous apprend, Saint-Paul nous apprend la conduite à tenir dans la famille. Et ce livre que moi je respecte, d'ailleurs que tout le monde respecte et qui est même notre référence, il définit le rôle de chacun dans la famille, dans le foyer, le rôle de chacun. Oui. C'est pour cette raison que si nous nous basons sur ces écritures, si nous nous basons sur ces avertissements-là, nous devons comprendre que nous ne sommes pas infaillibles. Oui. Ça accentue ce que vous étiez en train de dire tout voilà. à l'heure, nous ne sommes pas des parents. Infaillibles. C'est pour cette raison que nous devons considérer même l'enfant comme un être tout à fait parfait, un être accompli et qui a des émotions et qui a des besoins et qui peut aussi se fâcher. Le parent ne va pas considérer l'enfant comme l'être qui doit être toujours soumis. D'ailleurs, quand on parle de la soumission, j'entends souvent dire la femme elle est soumise, l'homme il est autoritaire, l'autorité, tout ça. Mais lorsqu'il y a l'amour, lorsqu'on parle de l'amour qui est un don total de soi pour le bonheur de l'autre, pour le bien de l'autre, lorsque tu aimes ton semblable, lorsque tu aimes cet enfant, que tu vois qu'il peut aussi avoir des sentiments de frustration et qui veut aussi se faire comprendre, pourquoi est-ce que vous allez lui faire passer forcément votre opinion sans l'écouter, sans considérer ses paramètres, se mettre aussi à son niveau pour se dire qu'il est en train de grandir, il n'a pas encore toutes les aptitudes, il n'a pas encore toutes les capacités de compréhension, il n'a pas encore tous les éléments d'appréhension que nous avons, nous les adultes, d'analyse parfaite des choses, et même encore, nous n'avons pas toujours, nous les adultes, les éléments de réflexion pour analyser des situations qui s'imposent, qui s'offrent à nous. Donc, nous devons comprendre que l'enfant, il est en train d'évoluer. L'enfant est en train de subir sa transformation et dans le cours normal des choses, le comprendre. Une forte capacité de compréhension de l'enfant. Cela va permettre à l'enfant de se réaliser,
Donc, il s'agit pour les parents qui ont pas seulement un enfant, mais plusieurs enfants, de considérer les envies, les demandes de chacun chacun d'entre eux et de les amener à les respecter pour leur permettre de maintenir un certain équilibre. Pour me permettre de maintenir l'équilibre. Et ce que demandent les enfants, si vous avez plusieurs enfants, il va peut-être vouloir il va vous amener à vous surpasser. Oui. Et c'est tout à fait normal parce que un être doit aller de l'avant. Lorsque l'enfant demande ceci et vous n'êtes pas en mesure de lui offrir, Oui. ayez l'humilité de lui faire comprendre que vous n'êtes pas en mesure de le lui offrir maintenant, Oui. mais ceci que vous lui offrez, que cela est un début pour pouvoir lui permettre de comprendre d'abord ceci. Essayez de voir de façon gentille, de façon astucieuse et à son niveau, de lui faire passer votre message sans qu'il ne se sente frustré. Mais vous allez l'aider à... vous allez lui faire participer. Oui. Il faut qu'il se sente participant de son bonheur. Vous voyez, quand il se sent participant de son bonheur, il adhère facilement à ce que vous lui dites. Parce qu'on dit dans notre langue, si vous voulez vous faire comprendre, il faut faire l'amusement des enfants. Il faut aller à l'école des enfants. Comme ça, vous allez vous faire comprendre. Il ne va pas sentir que vous avez donné de tels objets ou bien tel jouet ou bien vous avez satisfait à tel besoin de tel enfant et pourquoi pas moi. Non, il faut que l'enfant se sente aimé. Oui. Il faut que l'enfant se sente accepté. Il faut que l'enfant se sente toujours apprécié et éviter toujours de dire tu n'es bon à rien et tu es inutile, des choses comme ça. Il faut éviter aussi de les comparer. Parce que chacun a quelque chose à apporter pour la cohésion, pour l'unité. Le petit effort, même si c'est aussi insignifiant, même si ça ressemble à pas grand-chose, il ne faut pas dire lorsque j'avais ton âge, je faisais pas ça. Lorsque telle personne, ton grand frère avait ton âge, il ne faisait pas ça. Il faut faire sortir ça en temps opportun. Alors, Madame Fleur Arodetognon, nous sommes déjà en train de finir avec Osons Vivre de ce jour. Le temps passe très vite. Alors, je vais vous demander très rapidement, en quelques mots, un résumé pour permettre à nos téléspectateurs de percevoir la quintessence du thème qu'on a abordé aujourd'hui, qui est de préserver l'importance de l'unité dans la famille. L'unité dans la famille, c'est en fait le devoir de l'homme et de la femme qui se mettent ensemble par amour, dans la vérité de l'amour, pour fonder un foyer, pour éduquer leurs enfants. C'est tout à fait important parce que on ne peut pas transmettre ce qu'on n'a pas, on ne peut pas transmettre l'éducation, on ne peut pas transmettre un bon vivre, une vie ensemble, une vie meilleure, une vie harmonieuse, une vie joyeuse, une bonne vie dans la discorde. En parlant deux langues différentes au sein du foyer, ce n'est pas possible. Il faut définir les règles sur les bases sur lesquelles nous allons évoluer, nous allons vivre, les respecter. Les respecter, chacun doit faire l'effort de les respecter. Et lorsque nous tombons, il faut avoir aussi l'humilité de dire que je n'ai pas pu le faire et faire l'effort de respecter pour pouvoir atteindre l'objectif de la famille. Il faut aussi savoir que l'amour, encore l'amour et toujours l'amour dans la famille, ça préserve toujours l'unité parce que là où il y a l'amour, il ne peut pas avoir de discorde, il ne peut pas avoir il peut pas avoir de mésentente. Même s'il y a des mésententes, même s'il y a de la jalousie, parce que l'être est un être, l'être est perfectible, donc on a besoin quand même de s'affirmer. Même dans cette affirmation, il faut savoir que nous avons un objectif à atteindre et il faut préserver l'unité, forcément. Merci beaucoup, Madame Carole Fleur Arodetognon. Je rappelle que vous êtes conseillère conjugale. Merci d'être passée sur notre plateau. Merci, Madame Christelle, et je dis merci aux téléspectateurs.
Alors, chers amis téléspectateurs, ainsi s'achève Osons vivre de ce jour. Merci de nous avoir suivis.